أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، سلام وتحية من هذا المنبر. سلام من هنا وهناك عبر الأثير، وتحية مليئة بالأحاسيس الجياشة بكل تواصل وكل ترابط وكل تمازج. نجدد الترحيب بالحضور المتألق. عشنا وسنعيش أوقات حفيلة بالمعطيات والتدخلات المتعددة من طرف أصحاب القرار والخبراء ذو العيار الثقيل هنا بمراكش الحمراء في إطار المؤتمر العالمي في نسخته 11. اليد في اليد، لأن قيمنا تلزمنا بالانضباط والصرامة لكي نضع سبل المستقبل. ألم يقال رابطوا وارتبطوا لعلكم تفلحون. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, depuis mardi, le temps a pris son envol. Direction l'île de Java, l'île de l'excellence, où il fait bon de vivre et où il fait bon de se retrouver entre nous. Conseil d'administration, Assemblée générale, exposition vernissage, congrès mondial. Ici et là, l'AMCEP se donne à cœur joie. Nous avons pris le large il y a quelques jours, tout doucement mais sûrement, pour ceci et pour cela. Hier, une séance inaugurale, une session introductive, des sessions parallèles, le tout est concocté pour aboutir ensemble à une feuille de route et des recommandations à la teneur qualifiée et qualifiante, et ce, grâce à l'implication effective et efficiente, mais aussi sans commune mesure, de tout un chacun ici présent, membre de l'AMCEP. Honorable assistance, tout cela se fait en toute cordialité ambiante, mais aussi en convivialité interplanétaire, rigueur professionnelle et une discipline à jamais égalée. Nous y sommes, nous y voilà, de Paris, de Bruxelles, de Genève, d'Alger, de Lisbonne, de Tunis, d'Istanbul, de N'Djamena, de Berlin, de Dakar, de Yaoundé, de Nouakchott, d'Abidjan et bien d'autres capitales, Bogota, Tokyo et Pékin. Quel voyage à travers le temps pour nous retrouver ici, à Marrakech, la porte du sud d'un royaume aux 1000 royaumes. Ouverture, plateforme, digitale, échange, transformation, employabilité, service public, des mots-clés et une terminologie adaptée et appropriée au contexte 2 jours durant. Nous l'avons voulu, nous l'avons fait, car nous sommes animés de bonne volonté et d'une foi inébranlable. Et, cerise sur le gâteau, 30 ans, ça se fête. Hier soir, transcendé par une couleur tamisée, mais également bercé par une musique des grands jours, où Tina Turner, Bob Marley, Dkhal Marakhchia se sont donné rendez-vous. Un palais
mise sur orbite d'un palais des 1001 nuits, palais Suleiman à ciel ouvert, appréciant à sa juste valeur un menu concocté avec finesse pour le bien fondé de nos papilles, le tout sous la baguette et la houlette de Sœur Anouar al-Alaoui des grands jours. En une journée, honorable assistance, du ludique, de l'utile, savamment dosé, retour sur terre, pour donner place à la dernière ligne droite de notre 11e congrès mondial. Le commandant Amsep et son équipe vous convient à fêter dans le nec plus ultra pour finir en beauté. C'était mon inspiration matinale pour vous, cher ami Amsep. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour rester dans cette dynamique, je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin pour que nous puissions, bien sûr, respecter à la lettre le programme. Hier après-midi, entre 14h30 et 16h30, et entre 17h et 19h, un certain nombre d'éléments ont été pris en considération. Une thématique que vous connaissez tous, mais également des sujets abordés dans différentes sessions parallèles. Qu'allons-nous faire ce matin? Nous allons restituer, nous allons synthétiser session par session. Chaque rapporteur aura au maximum 10 minutes pour nous expliquer le qui, le quoi et le comment de son atelier, de sa session parallèle. Je commence par le sujet porté par SECO, SPE Suisse, qui a entretenu un sujet d'une importance et qui se situe dans la ligne droite de cette thématique, les impacts du numérique sur l'emploi. Je remercie Lydie Elisa Beuré d'avoir fait la modération. Un certain nombre d'intervenants tels que Janine Berck, Céline Gratatour, Dominique Horry, Max Hubé, et j'appelle à mes côtés Bettina Duher, économiste séco-suisse, sous vos applaudissements. Ladies and gentlemen, bienvenue. 10 minutes for the summaries, please. Vous avez 5 minutes pour le récapitulatif, madame. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. J'ai une présentation aussi. Est-ce que vous pouvez la mettre sur écran? Donc, je vais vous présenter le résumé des travaux de la première session relatif à l'impact digital sur l'emploi. Et notre concentration était faite sur les formes non officielles. Et nous avons 4 points essentiels. Le premier point, Céline Katadou nous a présenté un aperçu sur l'implication du numérique sur les PES, les impacts. Ami. So can you go to the next? Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Monsieur le modérateur, vous m'entendez? Donc, elle a parlé de 3 points importants. Par rapport à ce qui se passe en France, et en France, on essaie d'observer les changements dans le marché du travail parce que les impacts ne sont pas toujours les mêmes et peuvent vraiment être très perturbants et peuvent aussi mener à l'optimisation. Et donc, pour cela, nous avons besoin d'une base de données pour faire cette analyse. Et donc, ils encouragent l'échange de données entre les secteurs privés et publics. Le deuxième point, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Ceci est important pour tous les groupes démographiques.
parce que la transition n'affecte pas seulement un seul groupe en particulier. Donc, ils doivent savoir quels sont les besoins de chaque groupe pour répondre aux changements dus à la digitalisation. Et donc, c'est là qu'ils ont une stratégie selon le groupe ciblé. Le dernier point, c'est une nouvelle approche pour le soutien à l'emploi. Et donc, ils veulent faciliter l'accès aux services administratifs et les rendre plus faciles et travailler sur les startups pour développer de nouvelles idées. Ensuite, la deuxième présentation, c'était par Jenny Berg de l'OIT. Jenny Berg nous a parlé de son rapport de l'OIT sur les emplois qui ne sont pas standards à travers le monde. Et donc, et cela augmente. C'est un domaine difficile à réguler et bien sûr, cela a un gros potentiel de croissance, particulièrement en termes d'économie, de la plateforme économique. Les désavantages, les inconvénients, c'est les pénalités au niveau des salaires. Et ça dépend du contexte réglementaire. Et donc, comme j'ai dit, les effets négatifs, ça pourrait être les salaires. Et donc, cela peut empêcher des personnes à arriver à des emplois à des normes plus élevées parce que la réglementation n'est pas assez stricte. Ensuite, ils ont fait quelques recommandations, particulièrement dans le domaine de la protection sociale, qui doit être renforcée pour les emplois non standards. Il est aussi important de s'assurer que la qualité des emplois non standards soit élevée. Max Hubé de la Commission européenne nous a aussi parlé du travail qui est effectué au niveau de l'Union européenne. Tout d'abord, ils ont travaillé sur une proposition pour une nouvelle directive de l'UE avec de nouvelles conditions qui devraient être adoptées par les États membres, donc pour couvrir 200 millions de travailleurs. Ils travaillent aussi sur une proposition dans le domaine de la protection sociale, mais ça, ce n'est pas une directive, c'est une recommandation qui a comme objectif d'améliorer la couverture et aussi d'augmenter la transparence du système de la sécurité sociale. Concernant les allocations chômage, c'est la partie la plus importante de la protection sociale. Mais il y a toujours cette problématique que les auto-entrepreneurs, les personnes auto-employées ne sont pas toujours couvertes. Et donc, il y a certains États membres qui travaillent sur des projets dans ce domaine. Max Hubé nous a aussi donné une liste de projets sur lesquels travaille l'Union européenne dans le domaine de la digitalisation en général. Ensuite, Dominic Harry nous a présenté un exemple de l'approche suisse, un petit pays qui répond à la digitalisation par rapport à ces changements et ces impacts sur le marché du travail. Et donc, c'est la 4e révolution industrielle, mais les changements dans le marché du travail se produisent depuis les années 60. Donc, l'impact n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a des changements notables dans le marché suisse. Donc, il y a des activités non routinières qui augmentent et aussi le marché du travail a augmenté de façon générale. Nous avons vu aussi qu'il y avait une augmentation dans les emplois de personnes qui ont un niveau d'éducation élevé. Lorsqu'il s'agit de nouvelles formes de travail, il y a plus de flexibilité en termes de temps et d'opération, ce qui fait qu'il y ait des nouveaux business models qui peuvent être créés. En Suisse, ils n'étaient pas en mesure de trouver une augmentation dans de nouvelles formes de travail. Mais il y a aussi quelques défis en termes de politique. Par exemple, maintenant, il est plus difficile de distinguer entre les différents statuts d'employés, soit en étant employé ou auto-employé.
Donc, comment est-ce que le gouvernement suisse traite ces changements avec réussite? Leur stratégie est de se focaliser sur l'éducation en minimisant les risques et en saisissant les opportunités de la digitalisation. Et donc, ils se concentrent principalement, comme j'ai dit, sur l'éducation. Donc, aussi, ils se concentrent sur la sécurité sociale et ils appellent ça la flexicurité. Cela leur permet d'innover. La conclusion est que la Suisse n'a pas besoin d'une grande réforme en ce moment pour gérer les changements dans le marché du travail causés par la digitalisation. Donc voici quelques points qui ont été soulevés pendant la discussion. Il apparaît qu'il y a un manque d'informations sur comment la digitalisation affecte le sud du monde. Il y a eu des exemples qui étaient représentés par rapport à l'Europe principalement. Donc c'est une région où il y a plus d'informations. Et il y avait une autre question, c'est comment financer ces interventions, ces réponses pour faire face aux changements dans le marché du travail. Qui dépend des pays, et donc c'est spécifique à chaque pays. Et une autre question, c'est comment est-ce que nous pouvons réviser le système de la sécurité sociale ou alors commencer de zéro, remettre en place un nouveau système de sécurité sociale. Donc on voyait ce qu'il y avait de mieux, est-ce qu'il fallait le revoir ou le recréer de nouveau, le remettre à partir de zéro, en refaire un autre. Donc les points de conclusion sont que au lieu d'améliorer les conditions des emplois non standards, il faudrait améliorer les conditions des personnes dans ces emplois non standards. Aussi, chaque pays a un différent contexte et différents besoins. Et l'impact de la digitalisation est donc différent. Et donc les réponses à ces changements doivent être spécifiques à chaque pays. Et l'analyse du marché du travail est la clé pour réussir et pour évaluer quel type d'éducation et de formation professionnelle doit être mise en place pour répondre à ces changements. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. De ces enseignements. Thank you very much. Donc, Madame Bettina Duher, économie chez SECO, nous a donné les grands axes et les lignes de ce premier panel, de ce qu'on appelle communément chez l'AMCEP les sessions parallèles, les impacts du numérique sur l'emploi. Nous allons aborder, mesdemoiselles et messieurs, donc le deuxième panel, la deuxième session parallèle, qui a traité d'un sujet ayant trait au l'apprentissage et le développement de l'employabilité, porté par EDSC SPE Canada, et qui a vu 4 intervenants, Jean-François Larue, Imad Rizkallah, Henri Metzger et Yon Soo Chong. Sous la modération de Jean-François Larue, j'appelle, sous vos applaudissements, M. Brahima Sidibé, chef du département coopération-migration ANPE Mali. S'il vous plaît, M. Sidibé. Merci beaucoup. Juste le temps que M. Sidibé se mette en place, quelques points d'information pour que vous soyez tenus en live et en ligne. Tous les PowerPoint seront sur le site de l'AMCEP la semaine prochaine. N'oubliez pas que nous avons un compte Facebook et Twitter. Likez, voyez, c'est du live, c'est des photos en ligne également. Et n'oubliez pas, la liste de tous les participants sera envoyée sur vos boîtes email et mise sur le site. Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, à vous la parole, à vous de nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qui a été fait et le contenu rapport de ce deuxième panel, de cette deuxième session parallèle qui a traité, comme je l'ai dit précédemment, du e-apprentissage et le développement de l'employabilité est porté par EDSCE. En direct et en live, ici à Marrakech, Brahima Sidibé, s'il vous plaît. Merci,
Je vais ouvrir ma machine. Je vous en prie. Quelques minutes. Est-ce que tout le monde est en forme? Oh, je sens que la soirée d'hier a fait des dégâts. Alors je veux entendre, est-ce que vous êtes en forme? Ah, c'est un peu mieux. Madame Boisdelot, elle est déjà fatiguée. Non! Sidibé, vous êtes prêts? Vous me faites dire des choses incroyables et impensables. Il fallait venir armé et prêt à l'action. Sidibé se cherche, Sidibé recherche. Qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche véritablement l'idée, le concept et le processus de réalisation. C'est bon, Sidibé, c'est parti? Oui, c'est Magnifique. parti. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis le rapporteur de l'atelier numéro 2 qui a porté sur le thème de l'e-apprentissage et le développement de l'employabilité, comme vient de le rappeler notre brillant maître de cérémonie, dont la modération était assurée par M. Jean-Louis François, directeur exécutif du ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada. Et il y avait comme panéliste à cet atelier M. Emad Rizkala, CEO Blue Drop Learning du Canada, M. Henri Mitzberg, directeur Open Classroom de France, et Mme Yeon Sun Chung du KEIS de Corée du Sud. En définitive, on peut retenir à l'issue des travaux de cet atelier, notamment concernant le Canada, à partir de l'expérience du Blue Drop présentée par M. Emad, il nous a dit que le Blue Drop est un système d'apprentissage grâce à des applications sur téléphone mobile pour aider les jeunes, les migrants et autres demandeurs ou chercheurs d'emploi pour améliorer leur employabilité. La technologie comme méthode et solution efficace pour le développement de la formation professionnelle. En effet, selon certaines études qu'il nous a présentées, dont il nous a présenté les résultats, 25% des emplois aujourd'hui risquent d'être affectés par les technologies durant la prochaine décennie. Et pourtant, parallèlement, 25% des entreprises se plaignent également de ne pas disposer du personnel qualifié répondant à leurs besoins sur le marché du travail. Donc, cela implique qu'à court et à moyen terme, il faut développer des stratégies et d'innovation pour que ces déficits soient comblés. Le e-learning apparaît donc comme un outil collaboratif et efficace dans le cadre du Canada qui, de par sa flexibilité, répond et s'adapte au mieux aux exigences du marché du travail malgré l'immensité de ce pays. Je suis vraiment... Il se veut ouvert et accessible à tous. Le système... J'ai un problème, hein? Le système bénéficie ainsi du financement du gouvernement fédéral pour soutenir et booster le développement local. En effet, les participants à l'atelier ont été édifiés sur des applications qui aident les chercheurs d'emploi à évaluer leur propre expérience et accéder à des emplois en postulant en ligne pour des offres disponibles après avoir naturellement suivi une formation appropriée ou adaptée à leurs besoins personnels ou de reconversion vers d'autres emplois. Il
ne nécessite pas de gros investissements en construction d'infrastructures et se positionne comme un outil très efficace d'apprentissage, de formation, de perfectionnement et reconversion, aussi bien pour les travailleurs que pour les sous-employés et les chercheurs d'emploi. Grâce également à ce système de e-learning, le taux de chômage est aujourd'hui à son plus bas niveau au Canada depuis 25 ans, c'est-à-dire autour de 5,3% au plan national. La productivité se trouve être améliorée puisque le e-learning n'affecte nullement le temps de travail. Depuis son poste de travail, l'employé peut prendre ses cours, se former et acquérir ainsi de nouvelles compétences dont il a besoin ou qui manquent à son entreprise. C'est pour toutes ces raisons que le Canada dispose aujourd'hui de 200 centres et instituts spécialisés dans le e-apprentissage. Également, le pays dispose de groupes de travail dans certaines régions du monde dans ce domaine afin de permettre à d'autres pays d'avoir leur propre système de e-apprentissage. L'objectif recherché est de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nos chercheurs d'emploi en vue de favoriser ou de faciliter leur insertion sur le marché du travail? Quant à Open Classroom, la société est de droit français. C'est une plateforme de e-learning gratuit pour les chercheurs d'emploi. Il dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'apprenants, principalement en Europe et en Afrique, dans près de 2000 modules sur les métiers numériques. Open Classroom forme ainsi des personnes ayant déjà leur propre projet professionnel. La durée initiale de formation est de 6 mois, à l'issue de laquelle un certificat ou un diplôme reconnu et certifié est délivré. Grâce à un mécanisme de garantie et de parrainage que la société met à la disposition de ses apprenants étudiants, la plupart de ceux-ci trouvent déjà un boulot avant la fin de leur formation ou l'obtention de leur diplôme. Aussi apparaît-il aujourd'hui clairement que les entreprises ont plus besoin de travailleurs qualifiés et compétents plutôt que de diplômés. Open Classroom assure également des formations à la carte, c'est-à-dire à la demande d'une entreprise en fonction de ses besoins en ressources humaines. C'est ainsi que la société a mis en place une fondation et vient d'être sollicitée par Google.org pour une prestation de services portant sur la formation de 100 000 personnes dans divers modules et profils. Open Classroom est également en partenariat avec une douzaine de pays, de SPE et plusieurs ONG d'Europe et d'Afrique notamment. À partir d'un certain nombre de constats d'inadaptation des formations de base et des besoins du marché du travail, Open Classroom a essayé d'inverser la tendance en allant vers les entreprises pour enregistrer les profils dont elles ont besoin, exemple les développeurs. Le principal objectif visé par la plateforme est de répondre à la question comment accompagner les chercheurs d'emploi en vue de faciliter et de favoriser leur insertion professionnelle grâce aux immenses opportunités qu'offre le domaine du numérique. Quant à l'expérience japonaise du HRD Network, de 53,5% d'apprentis en 2012, ce taux est aujourd'hui à 60% en 2016, ce qui donne 60% des apprenants aujourd'hui au Japon utilisent plutôt le e-learning que pour 40% pour la formation classique. Le taux de chômage est également de 5% au Japon. L'âge de la plupart des apprenants en e-learning varie de 3 à 40 ans.
Le service a été lancé en 2003. C'est un portail en ligne qui constitue un réseau de formation, d'offres de bourses, de formation et d'apprentissage en ligne. La progression nette en 14 années d'existence à travers aujourd'hui 692 000 élèves bénéficiaires de cours de formation. Des services de recherche d'emploi et d'entretien d'embauche en ligne également, des recherches de cours de formation en ligne à travers des applications à plusieurs contenus en vue d'améliorer leurs compétences pour favoriser l'insertion professionnelle. Tous ces services sont accessibles à partir d'un seul lien. Un processus gratuit et des formations en vidéo en ligne adaptées aux besoins du marché avec la possibilité d'enregistrement de votre propre entretien en ligne. L'autonomisation doit améliorer la productivité, mais tous les acteurs du marché doivent s'y adapter. Des cycles de scolarité de plus en plus courts, un processus ouvert et disponible pour tous, 2000 cours au profit de 149 universités dans le monde. 50% des étudiants travaillent à plein temps, tout en apprenant pour améliorer leurs compétences. Il y a des démarches actives pour accompagner cette évolution de la part du gouvernement japonais. Il s'agit de construire des plateformes connectées de boulot intégrées pour améliorer l'employabilité et l'accessibilité des demandeurs d'emploi sur le marché du travail. À travers une analyse des données intégrées, il devient plus aisé de savoir les besoins recherchés sur le marché du travail et élaborer ou adapter les politiques conséquentes qui visent à réduire les inconformités du marché du travail. Cependant, les petites business, ce qui a été constaté au Japon, les petites business souffrent du système parce qu'elles n'arrivent pas à suivre la cadence et à s'adapter au contexte. Un constat qui s'impose de plus en plus, là aussi, c'est que les compétences priment aujourd'hui sur les diplômes. Ils permettent également de mesurer la performance des mécanismes innovants visant à améliorer l'employabilité des chercheurs, donc la réalisation efficace et efficiente des missions principales dévolues en OSPE. En conclusion, il ressort des différentes présentations de nos éminents panélistes que, pour les chercheurs d'emploi, le e-apprentissage, formation efficace et adaptée aux besoins du marché du travail tout en garantissant la présence du travailleur à son poste de travail, offre d'importantes opportunités, aussi bien pour les travailleurs que les chercheurs d'emploi en renforçant notamment leur employabilité de façon continue en fonction des réalités et des besoins du marché du travail. Pour les entreprises, des employeurs à travers l'amélioration de leur productivité et leur compétitivité par la mise à leur disposition d'employés répondant à leurs besoins en ressources humaines qualifiées et compétentes. Et pour nos gouvernements, parce qu'il permet de réduire le chômage et la pression sociale qui en découle, tout en soutenant la performance des entreprises créatrices d'emplois et de richesses. Aussi, l'apprentissage numérique en travaillant permet de retenir le travailleur dans son poste de travail tout en lui donnant de nouvelles compétences, voire en le reconvertissant vers d'autres métiers adaptés aux besoins de son employeur ou du marché du travail. Cependant, les formations ont besoin d'être adaptées en permanence à la force du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sidibé, de cette Retranscription sincère, crédible et pleine de sens et qui fera l'objet, probablement, certainement et sûrement, de recommandations et qui seront mis sur site. Une première session parlant des impacts du numérique sur l'emploi, une deuxième qui a abordé le e-apprentissage et le développement de l'employabilité, la troisième session parallèle à ce 11e congrès mondial porté par l'ANAPEC, SPE Maroc, a traité un sujet d'une grande importance, l'entrepreneuriat et la création d'emplois à l'ère numérique, avec 5 intervenants, M. Hicham Tajdin, chef de division auto-emploi ANAPEC, Richard Lavallée, conseiller technique principal de l'OIT, Saïd Mataïch, responsable de l'agence digitale Maroc PME, Pierre Soudan, Actiris,
et Mohamed Meni, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant Aniti Tunisie, modéré par Yahya Oukash, directeur des prestations par intérim à l'ANAPEC. J'invite, sous vos applaudissements, Monsieur Rachid Marwan, chef de service promotion de l'emploi ANAPEC Maroc. Est-ce que vous serez accompagné par Amina Riyati et accompagné par Amina Riyati, chef du service marketing à l'ANAPEC? Merci. Merci. Merci, monsieur. À vous la parole, toujours dans le timing de 10 minutes, s'il vous plaît. D'accord? Je vous en prie. Allez-y, madame. Je vais essayer de respecter le timing. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, bonjour. À vrai dire, on n'a pas préparé une présentation du moment, mais on a rédigé un rapport à 2 heures du matin après la belle soirée d'hier. Comme la nuit porte conseil, je suis sûrement qu'il y aura des idées, des recommandations à vous soumettre. Inch'Allah. Merci. Donc j'ai le plaisir de vous présenter la restitution des travaux de la 3e table ronde sous le sujet l'entrepreneuriat et la création d'emplois à l'ère numérique. Je m'occuperai de la première partie qui sera axée sur les différentes expériences exposées par nos chers partenaires au Maroc et ailleurs. Des expériences riches et diversifiées en termes d'approche, de techniques et d'outils utilisés par les institutions des intervenants pour différentes cibles de porteurs de projets. La deuxième partie de cette intervention vous sera présentée par ma collègue Madame Amina Riyati sur les principales recommandations et conclusions tirées suite à cette table ronde. Je vais commencer par l'expérience tunisienne par l'ANETI, qui est caractérisée par le développement d'un ensemble d'outils et de plateformes qui permettent un accompagnement des porteurs de projets, de l'information jusqu'au suivi post-création, en passant par la sensibilisation, la formation, l'élaboration du business plan, du business model, l'accomplissement des démarches administratives de création juridique, ainsi que le réseautage et la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial. Quant à Acteris, le SPE de Bruxelles Capitale, le concept monégique permet de récupérer les jeunes dans 50% des NIT, ni emploi, ni formation, ni stage, à travers un processus d'accompagnement favorisant l'acquisition des compétences en IT, permettant la création et l'incubation de start-up en s'appuyant sur la création d'une relation de confiance tripartite entre les jeunes marginalisés, les SPE et les entreprises. Et bien sûr, avec l'association des acteurs territoriaux au niveau de Bruxelles. Cette approche favorise aussi des échanges à travers des voyages, de partage de bonnes pratiques entre les bénéficiaires et les autres programmes de coopération internationale, tels que le programme Min Ajliki au Maroc, porté par l'APF. Au Maroc, les participants à la 3e table ronde ont eu l'occasion d'assister à 2 expériences. D'abord, la première expérience de Maroc PME, qui est un organisme chargé de la promotion de la petite et la moyenne entreprise. C'est une expérience intéressante. Il s'agit d'une plateforme digitale 3D, rassemblant tout l'écosystème entrepreneurial et dont les visiteurs peuvent y accéder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est un forum digital où il y a des stands nationaux et régionaux, des acteurs de l'entrepreneuriat, des vidéoconférences, des brochures numériques, des vidéos institutionnelles, une panoplie de services mis à la disposition de ces visiteurs, qui sont généralement des porteurs de projets ou des porteurs d'idées de projets. Aussi, et afin d'accompagner la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, Maroc PME a développé une plateforme
de suivi des inscriptions des auto-entrepreneurs et d'échanges entre un réseau de conseillers spécialisés en création d'entreprises. La deuxième expérience marocaine est celle de l'ANAPEC, le service public de l'emploi marocain. L'ANAPEC s'est inscrit ces dernières années dans une stratégie digitale et cross-canal. Pour l'auto-emploi, en plus de l'utilisation des réseaux et médias sociaux, de SMSing, d'applications mobiles, de emailing, cette année, c'est le portail auto-emploi qui verra le jour afin de promouvoir l'entrepreneuriat et d'assurer un accès facile à l'information et un meilleur accompagnement. Un meilleur accompagnement des porteurs de projets autonomes. L'ANAPEC a présenté également un annuaire des services d'appui à l'entrepreneuriat qui est en cours de finalisation. Actuellement, il est en période de test. C'est une plateforme permettant à travers la géolocalisation de fournir des services d'accompagnement financier et non financier, mais aussi de fournir l'ensemble des informations par rapport aux dispositifs existants. C'est un outil qui a été développé dans le cadre du projet Jeunes au travail avec le BIT. Le coordinateur national de ce programme a été parmi nous hier et elle a présenté une expérience intéressante par rapport à la plateforme de e-learning sur le module de clé, comprendre l'entreprise qui est un outil BIT. Ce module est composé de 9 séquences et 45 thèmes qui peut être en présentiel ou exclusivement à distance. Autre projet d'une grande importance qui est en cours de diffusion sur le web avec l'ANAPEC, toujours dans le cadre du programme Jeunes au travail, ce sont les capsules vidéo qui ont un double objectif. D'abord un objectif didactique et qui va aider les conseillers spécialisés de l'ANAPEC à les utiliser en termes d'animation des ateliers, mais aussi un deuxième objectif, on peut les utiliser comme des outils de communication. Voilà, c'est l'ensemble des expériences partagées avec nos partenaires et je cède la parole à ma collègue Madame Amina Rieti pour vous présenter les recommandations et les principaux points discutés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Marouane. Merci. La parole est à Madame Amina Rieti, chef de service marketing à l'ANAPEC. Madame. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. En effet, suite à cette table ronde, on a formulé 5 recommandations principales. La première concerne la mise en place d'un écosystème entrepreneurial intégré, basé sur la complémentarité entre l'ensemble des acteurs concernés par l'accompagnement des porteurs de projets et la création d'entreprises. La deuxième porte sur la catégorisation des porteurs de projets selon leur niveau de compétence en matière d'utilisation du digital. À cet effet, il est important d'adapter les outils d'accompagnement digitaux aux différents niveaux. On distingue entre le niveau d'acquisition, le niveau d'utilisation et le niveau de transformation. La troisième recommandation concerne l'appel à l'échange de bonnes pratiques entre les différents SPE en matière d'utilisation du numérique pour l'accompagnement des porteurs de projets, notamment ceux ayant des besoins spécifiques. On cite l'exemple des porteurs de projets en situation de handicap et plus particulièrement les personnes qui ont le handicap sensoriel. Quatrièmement, le renforcement de développement des formations à distance tout au long du processus de l'accompagnement pré- et post-création. Et enfin, la création d'un mix entre l'accompagnement numérique et humain pour ne pas défavoriser les porteurs de projets non autonomes en matière de technologie d'information. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Rieti. Bravo à l'ANAPEC d'investir dans des collaborateurs jeunes, efficaces et efficients. Nous arrivons à la 4e session parallèle qui a été modérée brillamment par Madame Annie Gauvin, directrice des affaires et des relations internationales Pôle Emploi France,
qui a vu l'intervention d'un certain nombre d'experts, Charlie Terrell, directeur NASWA, Shannon Offord, vice-président de partenaire stratégique, États-Unis-Amérique, Anders Gawel, chef de l'Union des réunions digitales, Caroline Korelewski, conseillère en coopération internationale, Laurent Michel et Raphaël Gaillard, intra-entrepreneuses, et également, déjà là, déjà prête à faire sa synthèse, Madame Suzanne Kratz, experte nationale détachée d'Allemagne. Bienvenue et bravo pour votre intervention d'hier. Madame, à vous la synthèse et le rapport. Welcome on board. Merci beaucoup. Après avoir reçu des feedbacks très stimulants, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation pour faire ce rapport ici parce que je travaille maintenant pour le Parlement européen et donc c'est toujours très bien de garder le contact avec l'AMCEP et ceci me mène à un point d'introduction avant de commencer qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Donc merci à tous pour l'invitation au dîner d'hier parce que je voudrais maintenant vous dire ce que Camille, le président d'honneur, a dit. Nous étions en train de travailler pendant toute la journée sur la digitalisation et ce soir c'était parfait de pouvoir s'amuser physiquement dans le monde physique avec des discussions, de la danse et de la musique. Et je reviendrai à cela à la fin de mon rapport. Donc maintenant, par rapport à notre atelier, nous avons eu 5 contributions, donc c'était un programme assez dense. Et le programme a couvert la diversité des membres de la famille AMCEP et aussi les différents besoins et les différentes priorités des services d'emploi public. Je voudrais commencer avec la Chine. Et avec la Chine, nous avons vu que c'est un très grand pays avec 800 millions de population active et en même temps, elle a un grand potentiel pour développer des offres de services en ligne, sachant que 75 millions de personnes utilisent Internet et la plupart d'entre eux utilisent le mobile. Et ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas très facile d'ouvrir tout le pays, de mettre en place des plateformes en ligne à partir de zéro et comme dans beaucoup de projets de développement, de fournir de meilleures informations par rapport à ce qui se passe au niveau du marché du travail. Et bien sûr, rendre l'information plus accessible en utilisant des codes QR pour que les clients puissent avoir accès aux informations du marché du travail, par exemple au développement dans certains secteurs et aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, le développement des salaires, etc. À long terme, et donc bien sûr ça va prendre beaucoup de temps, la Chine veut mettre en place une base de données nationale d'offres en ligne. Maintenant, nous passons de l'Est à l'Ouest, nous allons aux États-Unis. Et là-bas, nous avons eu un sujet différent. Ça concernait aussi les plateformes en ligne et les services. Ça concernait les offres d'emploi et ce qui peut être fait. Et donc, ceci est un grand défi pour beaucoup de services d'emploi public. Comment mieux couvrir toutes les offres d'emploi? Comment pouvoir soumettre toutes les offres d'emploi au service d'emploi public. Et les États-Unis ont trouvé une façon en 2007 pour faire cela parce que au niveau fédéral, ils pensaient que la couverture n'était pas assez développée pour développer des partenariats publics-privés et ils ont pu quand même le faire avec une entreprise qui s'appelait Direct Employers et pour mettre en place des accords, de mettre en place un NLX, National Labor Exchange. Et donc, ces services sont des services gratuits et je trouvais que c'était très pertinent. Donc, 900 entreprises leaders américaines sont impliquées dans ce projet et ils ont pu faire aux États-Unis, ils ont pu rassembler les plateformes nationales qui avaient les offres d'emploi et actuellement
il y a 2,4 millions d'emplois qui sont en ligne. J'ai comparé un petit peu à l'Europe pour voir si c'est beaucoup ou pas. Et je pense que c'est vraiment beaucoup parce qu'en Europe, nous avons pour l'instant 1,7 million d'offres d'emploi. Et donc, il y a aussi eu d'autres services d'analytique et d'autres. Mais le principal point, c'est que les partenariats publics-privés peuvent fournir une solution en utilisant des technologies innovantes et peuvent être d'un très bon rapport qualité-prix lorsque c'est fait et configuré de façon intelligente. Maintenant, nous allons repartir vers l'Europe et changer un petit peu de perspective. Il s'agit des services et nous allons commencer par la Suède. J'ai beaucoup aimé parce que je me rappelle quand j'étais aussi la rapporteuse auparavant par rapport aux services digitaux et donc nous avons discuté de ce qui pouvait être offert gratuitement et tous les développements sont beaucoup très coûteux et ça avait des effets des impacts sur la transférabilité. Et la Suède nous a présenté des voies innovantes et simples pour toucher le maximum de personnes. Et donc ce qu'ils utilisaient, c'est des podcasts et aussi des webinaires de 30 minutes, 1 heure. Et les personnes avaient besoin d'un micro et les gens racontaient aux autres des histoires intéressantes par rapport à ce qu'ils pouvaient faire pour rechercher des emplois, etc. Ce n'est pas très coûteux, mais ça a touché beaucoup de personnes. La deuxième façon de le faire, donc, c'est des webinaires, comme je vous l'ai dit, sur beaucoup de sujets aussi. Et ce que j'ai trouvé très intéressant pour que ce soit plus intéressant, c'est que ça devait être interactif. Et donc, nous fournissions l'information et en même temps, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses. Et de façon générale, le service d'emploi public suédois, comme beaucoup d'autres services d'emploi public, sont en train de développer une stratégie du tout digital. Et ensuite, nous allons revenir au mobile. Et ça devient de plus en plus prévalent lorsque nous voyons la fréquence du nombre de fois où les mobiles ont été cités dans les présentations. Donc, dans les slides, nous avons vu des mobiles avec différentes applications. Et donc, ils sont en train de développer des applications et il est clair qu'il y a beaucoup d'organisations qui développent de ce type d'outils mobiles. Ces outils sont complétés et nous le savons par d'autres outils en ligne et plateformes en ligne. Il y a aussi la possibilité de chatter par téléphone, de contacter les centres d'emploi et aussi vous pouvez avoir accès à des personnes qui vous répondent à des questions ou qui vous donnent des directives. Nous voyons aussi ce type de développement dans d'autres services d'emploi public. Et ceci permet aux services d'emploi public suédois à pouvoir avoir plus de ressources pour du conseil dans des cas plus complexes et aussi de réduire le nombre de bureaux. Et donc, c'est efficace et de qualité. Le deuxième pays auquel nous allons aller, c'est l'Estonie. L'Estonie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus digital en Europe et nous voyons cela dans le développement de leurs services d'emploi public. Ils sont aussi en train de développer une stratégie du tout digital, le digital d'abord, et ils l'ont présenté comme étant une pièce du puzzle, et ceci est plus lié à l'administration. C'est un système où ils ont commencé en 2002 avec une pièce d'identité et un identifiant et par la suite ils ont pu connecter plus de 26 registres de d'autres services publics, l'assurance santé, les autorités fiscales et d'autres pour pouvoir avoir toutes les informations et recouper les informations. Et donc au niveau du service d'emploi public, vous pouvez accéder à toutes les informations de d'autres autorités qui ont des avantages par rapport aux citoyens qui peuvent les aider à pouvoir avoir leur service plus rapidement et ça peut aussi éviter la fraude. L'Estonie est même allée au-delà avec d'autres outils en incluant des informations
par rapport au travail, parce qu'ils avaient aussi la tâche d'intégrer les personnes avec des capacités réduites ou des personnes handicapées. Et donc, ils y vont de façon graduelle, étape par étape, pour éviter la duplication d'informations. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et pour les clients, ce n'est pas très bon de sentir qu'ils doivent refaire la même chose, de remplir le même formulaire 5 fois. Et donc, voici les points les plus importants par rapport à l'Estonie. Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation. Et j'ai décidé un petit peu de changer l'ordre par rapport à l'atelier parce que là, il s'agit d'une façon spéciale pour développer des services digitaux. Et c'est un exemple de France. C'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Ce n'est pas l'entrepreneuriat, mais l'intrapreneuriat. Cela nous dit que c'est le fait de créer un service d'entrepreneuriat dans le service d'emploi public lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez développer les outils et en même temps motiver le personnel. Et aussi, ça a eu un impact positif aussi dans l'exemple suédois. Lorsque vous impliquez le personnel à faire un podcast, etc., c'est une très belle expression qui peut rayonner dans tout le pays. Et donc, c'est un effet secondaire positif d'un point de vue des ressources humaines. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat chez Pôle emploi, ils ont une sorte de store spécial où vous pouvez accéder à tout type de services pour faire des recherches d'emploi, pour le développement de carrière en général. J'ai essayé de le parcourir, j'étais assez curieuse. Il y a vraiment toute une boîte d'outils, mais comment ont-ils développé cela? Et c'est ce qui est important ici. Ils ont développé cela tout d'abord en identifiant un entrepreneur, un coach qui pourrait développer ce projet. Et ensuite, ils vont sur le terrain et ils identifient des besoins. Et ensuite, ils impliquent des utilisateurs et des conseillers pour développer de nouveaux services. Et ensuite, ils ont un autre principe, un deuxième principe, en plus d'impliquer le personnel et d'impliquer les entrepreneurs, c'est d'être pragmatique et pas parfait. Et ils publient leur service après la phase pilote et ensuite ils voient avec des vérifications régulières comment est-ce que cela fonctionne parce que ça rend les choses plus faciles et moins coûteuses. Et je vais vous donner un exemple des problèmes qu'ils ont pu détecter. Nous savons toujours que 7 offres d'emploi sur 10 ne sont pas publiées. Cela limite le potentiel des services d'emploi public pour trouver des emplois pour les demandeurs d'emploi. Donc, ils ont trouvé une façon pour collecter l'information que les entreprises sur le terrain dont elles ont besoin pour recruter. Et ils ont pu pouvoir utiliser cela de façon pertinente et en fin de compte, ils ont eu une liste où les demandeurs d'emploi peuvent trouver des emplois qui leur conviennent. Et donc, voilà, donc je pense que c'est un très bon travail qui pourrait être transféré à d'autres services d'emploi public. Maintenant, deux conclusions. Une de l'AMCEP, ce que je pense, c'est que nous avons eu une discussion très brève, mais je voudrais retenir un point important parce que nous avons eu beaucoup de questions et nous parlions au niveau mondial et nous avons besoin de plus d'informations. Mais c'était une question qui était posée, c'est par où commencer? Par où commencer? C'était une question posée à l'Estonie. Comment est-ce que vous avez commencé? Comment vous avez pu faire cela? Et je pense que cela pourrait être très intéressant pour le travail d'AMCEP, de mieux connaître les processus. Nous avons aussi appris de la France comment est-ce qu'ils l'ont développé, parce que cela peut augmenter les opportunités de transférabilité, parce que nous avons aussi appris des discussions que les projets des technologies de l'impression d'information peuvent échouer. Il y a beaucoup d'histoires de réussite, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Et donc, deuxième chose, c'est que je peux seulement encourager l'AMCEP et d'autres
de s'intéresser davantage à des exemples moins coûteux où nous pouvons faire la différence sans investir tellement, et particulièrement lorsqu'il s'agit de services d'emploi public qui n'ont pas beaucoup de ressources tels que le service d'emploi public d'Allemagne d'où je viens. Et le dernier point, j'ai dit que j'allais revenir au dîner, à la soirée d'hier, et ça concernait l'équilibre qu'il y avait entre ce qui est digital et ce qui est physique. Et je voulais revenir à ce point parce que parfois, ce n'est pas toujours dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation. Tout le monde parle de nouvelles technologies et comment développer davantage les services digitaux. Et je pense que parfois, je vois que le risque, c'est qu'on pourrait devenir une sorte d'Amazon, que les clients commencent à avoir beaucoup de travail à faire avant de pouvoir être en contact avec quelqu'un. Ce n'est pas facile. Et je pense que quelques personnes peuvent se perdre. Et donc, il faut garder à l'esprit que les personnes n'ont pas toutes les compétences digitales pour travailler avec les outils, même si c'est des outils qui devraient être personnalisés pour convenir à tout le monde. Et donc, stratégiquement, il serait important de s'assurer qu'il y ait un accès facile aux services d'emploi public. Nous ne sommes pas Amazon, mais une institution de politique sociale. Aussi, un autre point par rapport au centre de contact et aussi par rapport aux conseillers emploi. Et en tant que je le fais moi aussi, la formation du personnel dans les services d'emploi public, je pense qu'il est important de garder à l'esprit la qualité du contact physique et des services physiques dans les services d'emploi public pour l'avenir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Suzanne Kratz, qui, avec beaucoup d'à-propos et un charisme tout à fait naturel, nous a explicité les grands axes retenus de ce 4e panel, session parallèle, ayant traité du numérique et la prestation des services de SPE. Bien, nous arrivons à terme de cette restitution, modérée par Emollah Uludag, consultant ISKOUR de la République de Turquie, ayant pour thématique l'aptitude numérique, une compétence pour survivre à l'ère du numérique, portée par ISKOUR de la République de Turquie, avec un certain nombre d'intervenants, Anna Palmgren, Lyungo Xuan, Nalzigan Yone, Nasr Ktani, Hicham Iraki Husseini et Abla Safir. J'appelle sous vos applaudissements la dynamique Mademoiselle Gizem Kayatas, spécialiste de l'emploi, ISKOUR, République de Turquie, pour faire sa synthèse et sa restitution. Merci, merci, Mademoiselle Gizem. Merci beaucoup. Hello, everyone. Thank you very much. Sorry. I will briefly try to summarize what happened in our session. It was organized by ISKOUR, as my colleague said, and it was about digital literacy. We had 6 speakers. Nous avions 5 intervenants et l'un d'entre eux de Seredan, Monsieur Léo de Monisov en Vietnam, Nasser Katani from Katani Digital Counseling, Nassajain Younay de Google, Abla Safir from Workbank et Hicham Iraqi de Microsoft. Et sous la modération de Emolo Hoboloban. Je dois vous dire que les présentations ont été très riches, très sophistiquées et allaient droit au but. Nous avions la chance d'écouter le point de vue de public et privé ainsi que le point de vue des banques. La première des choses, on doit parler de faire la distinction entre la numérisation, les capacités numériques. Il s'agit de tous ces atouts, l'utilisation de Skype, Google. Mais la littérature ou la culture digitale, c'est quelque chose d'autre. C'est la capacité à juger et de choisir des canaux digitaux pour la communication. Les capacités digitales ou numériques, telles que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de naviguer sur le web et d'avoir accès à ces informations.
Et il s'agit ici d'utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux ou les sites web d'Internet afin d'éviter de tels harcèlements tels que la répartition des propagandas et autres. Mais il a un aspect productif. C'est très important vu la croissance rapide et il commence à s'insérer à l'intérieur des marchés. Et ça affecte aussi le marché du travail et les occasions de travail. On peut dire grosso modo que il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur digital, mais dans un autre point, ça peut générer d'autres occasions de travail, c'est-à-dire le taux de partage dans des secteurs bien précis peut s'améliorer par conséquent aussi. Notre collègue de la Banque mondiale est revenu sur le fait que le travail est devenu de plus en plus fréquent et ça suscite des capacités bien spécifiques et bien taillées pour répondre aux besoins et exigences du monde de travail. Ce qui comprend les expériences depuis les bas âges à la gestion des sens, la gestion des émotions et à rester toujours positif et à établir des relations professionnelles avec les autres. Et ça aussi engendre de canaliser et d'introduire les jeunes gens à un âge très précoce. Et c'est ce que nous faisons au niveau ESCUR grâce au soutien de la Banque mondiale. Revenons maintenant au point de l'éducation formelle sous l'ère numérique. M. Ktani ainsi que d'autres intervenants ont mis l'accent sur le fait d'introduire rapidement les jeunes et les moins jeunes à ces techniques digitales parce que ce sont eux qui seront les employés de demain, les employeurs et les porteurs de projets de demain. En parallèle avec d'autres acteurs qui doivent prendre des initiatives et se préparer dès maintenant à les assumer. Nous avons aussi vu l'exemple de OPSS qui est un entraînement visant à accroître la capacité numérique et inviter les porteurs de projets à développer leurs propres applications et les autres développements que porte l'ère. Mais aussi, nous avons essayé d'identifier les exigences et les points en commun qui existent entre les porteurs de projets et les autres parties sur le marché. Le secteur public a introduit un lien qui existe entre les organisations et les employeurs après avoir obtenu un certain niveau de satisfaction. Le secteur privé, d'un autre côté, stipule ou forme plutôt une grande gap sur le domaine du travail et ça pose un vrai problème. Et ils sont conscients aussi que la culture, avoir cette culture numérique nécessite un certain degré de satisfaction de leurs produits bien sûr. Cependant, ils ont dirigé l'accent sur les clients, leurs clients finaux par des objets ou des produits à bas prix ou à des prix très compétitifs. C'est ce qu'ils ont essayé d'instaurer dans sur plusieurs continents, tels qu'a fait Google ou Enesko. Et ces modèles ont été mis en œuvre et ont couvert une grande partie des gens. En ce qui concerne maintenant les certificats numériques dans ce module, ici on va citer les exemples qui ont réussi, les success stories de cette démarche. À la fin, on a vu que ce soit le secteur public ou le secteur privé, ils sont tous les deux intéressés et entament des activités pour colmater cette nécessité pour répondre à cette demande de qualification de personnel qualifié dans le domaine. Merci infiniment. Mademoiselle Guizem, un plaisir. Sure.
Merci beaucoup. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous le constatez en live, nous sommes arrivés à la dernière restitution concernant les sessions parallèles qui ont eu lieu hier entre 14h30 et 16h30 et 17h et 19h. Nous allons aborder un point, certes non programmé officiellement, mais ce, je pense, le charme de l'AMCEP. L'AMCEP étant une plateforme d'échange, un échange d'expériences, de savoir-faire de tout un chacun, nous allons signer en live ici à Marrakech, dans cet esprit de Marrakech, par le biais de ce 11e congrès mondial, une signature de cette convention de partenariat entre le Fonds national de l'emploi, représenté par son directeur général, M. Camille Moutet-Abidias, et Open Classroom, représenté par son président, M. Pierre Dubuc, pour la formation en ligne gratuite des demandeurs d'emploi du Cameroun. Monsieur le directeur général, président d'honneur de l'AMCEP, et Monsieur le Président, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, pour vivre de façon solennelle ce moment encore fort de ce 11e congrès mondial tenu à Marrakech le 19 et 20. S'il vous plaît. Messieurs, dames, installez-vous. Vous allez aussi, tout à l'heure, nous donner succinctement un petit peu le contenu de cette convention de partenariat qui concerne la formation en ligne gratuite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Anisati, Saïdati, Sadati, sous vos applaudissements. Un peu plus fort. Allez, c'est parti pour un tour. Merci. C'est parti. Voilà. Vivons encore une avant-dernière fois à l'amitié, l'amour et la joie. Aujourd'hui, Marrakech est fier d'accueillir automatiquement cette convention de partenariat. Bravo au Fonds, bravo à M. Pierre Dubuc pour la formation en ligne, Open Classroom, et au Fonds national de l'emploi du Cameroun pour cette convention. Partenariat. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Sur ce, je vous invite à une pause café. Nous reprendrons dans une quinzaine de minutes pour les leçons à retenir et bien sûr pour la cérémonie de clôture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pause café, coffee break, please.